Oui, bonjour, bonjour. Réseau Environnement, c'est une OBNL aussi qui regroupe des experts, des spécialistes en environnement issus de différents milieux, que ce soit public, parapublic, différents membres, et qui a pour mission d'être le catalyseur de l'économie verte, donc de promouvoir un petit peu les meilleures pratiques en ce qui a à terme de protection de l'environnement et les innovations. Donc, une Donc mission moi, je suis, oui, assez large. assez large, oui, parce qu'on a plusieurs secteurs, aussi bien changement climatique, matières résiduelles, eau et sol souterraine, et maintenant le dernier qui est né, c'est la biodiversité. Et donc, tu es coordonnatrice technique biodiversité et secteur eau aussi. Exactement, oui. Ça se décrit comment chez Réseau Environnement, le secteur biodiversité? Ça se décrit comment? Oui, c'est quoi votre bébé, sur quoi vous travaillez particulièrement? Ah voilà, bah, justement, c'est le dernier né, le dernier né des secteurs. Et on participe beaucoup à des consultations en matière gouvernementale. Et notre dernier né, bah, c'est le petit programme d'excellence en biodiversité que je vais vous présenter aujourd'hui. Parfait, je te laisse la parole pour présenter ton programme. Donc, j'enchaîne, merci. Donc, viser l'excellence en biodiversité dans nos municipalités. Je vais vous présenter un petit peu le programme, mais tout d'abord, je vais faire un petit contexte rapide sur des définitions et des constats et l'historique un peu qui a amené à ce projet. Et puis, le programme en lui-même, je vais vous nommer un petit peu pourquoi est-ce qu'on est parti sur un programme d'excellence, les objectifs que ce programme vise et un peu la structure. Ensuite, nous pourrons avoir une période de questions. Donc, vraiment une définition globale. La biodiversité donc, désigne la diversité du monde vivant à plusieurs niveaux, donc aussi bien la diversité des milieux, des écosystèmes, donc des habitats, que la diversité des espèces et la diversité génétique au sein de ces espèces. Il y a aussi, la biodiversité intègre aussi la notion d'interaction au sein de ces niveaux et entre ces niveaux. On la retrouve à différents endroits, donc dans les milieux naturels qui sont dits plus ou moins intacts, mais aussi dans les zones qu'on connaît mieux comme les zones rurales, périurbaines et urbaines. D'ailleurs, on peut parler même d'écosystèmes urbains qui comprennent l'ensemble des zones où il y a des constructions humaines qui sont même supérieures aux zones naturelles. Et la biodiversité dans ces zones-là, périurbaines et urbaines, inclut également des espaces verts qui sont créés par l'homme. Il y a plusieurs enjeux que rencontre la biodiversité en ce moment. On a pu le voir notamment d'une extinction massive des espèces fauniques et floristiques aussi. Il y a de nombreux rapports qui sont sortis à ce sujet, notamment l'an passé. Il y a le rapport de l'évaluation mondiale de la biodiversité des services écosystémiques qui a été publié par l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale sciences et politiques en biologie et services écosystémiques. Il y a aussi un problème avec l'étalement et le développement urbain qui fait que ça a des impacts sur la biodiversité avec la fragmentation des territoires et la perte accélérée de biodiversité quand il y a des défrichements ou des constructions. Les changements climatiques ont aussi une influence sur la biodiversité. On s'attend justement à avoir des impacts sur les inondations, les eaux de ruissellement. On observe qu'il y a des perturbations des écosystèmes dues à ces changements climatiques, avec par exemple une acidification de certains milieux aquatiques. Donc ça, ce sont des enjeux qui font beaucoup de pression sur la biodiversité. Pourtant, on sait qu'il y a énormément de bienfaits, qu'ils nous rendent beaucoup de services écosystémiques, autant en termes d'approvisionnement, donc la nourriture et l'eau, de régulation, ça peut être la qualité de l'eau et même la gestion un petit peu des eaux de ruissellement, les services de soutien ou même les services culturels, parce que qui n'a jamais profité d'aller prendre l'air dans un milieu naturel ou dans un parc urbain. Un des acteurs justement principal qui est au Québec et qui gère beaucoup ça, qui est un petit peu au centre de ça, ce sont les municipalités qui sont de plus en plus sollicitées pour s'impliquer en conservation de la biodiversité, que ce soit justement en gestion des parcs ou des espaces verts et des cours d'eau, que ce soit aussi dans l'élaboration de plans de conservation des milieux naturels dont elles ont la responsabilité, et l'établissement aussi de corridors fauniques ou d'aires de conservation. On voit qu'en tant que gestionnaires de territoire, elles ont un pouvoir légal, une visibilité et une crédibilité aussi auprès des communautés. Et donc, ce sont des actrices fondamentales, les municipalités, donc, pour la conservation de la biodiversité. Elles sont confrontées à plusieurs choses, on peut émettre plusieurs constats.
Donc, on sait maintenant que les changements climatiques ont des impacts sur la biodiversité, mais que la mise en valeur de cette biodiversité a aussi des grands effets sur l'adaptation à ces changements climatiques. Il y a une volonté grandissante des citoyens de préserver les milieux naturels et de pouvoir en profiter, et des objectifs accrus de protection de la part de gouvernements, déjà du gouvernement. On l'a vu par exemple maintenant avec l'annonce de l'objectif à 30% d'ici 2025, et des associations locales qui aussi font entendre leur voix pour protéger de plus en plus les milieux naturels. Donc une volonté grandissante de préserver la biodiversité. Toutefois, il n'existe aucun cadre normatif vraiment, et il y a des disparités dans les connaissances dans les municipalités. On voit que entre les villes, on a des ressources qui sont affectées, qui sont vraiment différentes, et il y en a certaines qui ne savent pas par où commencer. Donc, il y a un certain besoin d'encadrement qui s'est fait ressentir. Donc, c'est là, de là où plusieurs municipalités, membres de Réseau Environnement, ont demandé de développer une méthodologie pour orienter la gestion de la biodiversité et mettre de l'avant les meilleures pratiques. C'était un comité qui s'est construit en 2018 au sein de Réseau Environnement, et qui ont fait des groupes de discussion pour justement participer à l'élaboration de cette méthodologie. Mais donc, pourquoi un programme d'excellence? Donc, comme je vous le disais, Réseau Environnement est une OBNL qui regroupe des spécialistes de l'environnement et qui a pour mission de promouvoir les bonnes pratiques pour une économie verte, et qui a plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement municipal dans les programmes d'excellence. Il y a plusieurs programmes qui existent déjà, et il y en a un premier qui a été créé avec le PECCEP Traitement, donc qui qui accompagne les stations de traitement d'eau potable pour améliorer leur performance justement dans le traitement de l'eau et avoir un bon impact sur la santé des citoyens. Devant les bons résultats qu'il y a eu avec ce programme-là, il y en a plusieurs autres qui ont vu le jour. Donc, PECCEP de distribution d'eau potable, programme d'excellence pour la gestion des eaux usées, c'est le STAR. Un des derniers nés, c'est aussi programme d'excellence pour la gestion des eaux pluviales, et aussi un programme d'excellence dans le secteur des matières résiduelles pour la gestion des matières résiduelles. Donc, c'est vrai qu'on s'est tourné vers Réseau, les municipalités sont tournées vers Réseau parce qu'il y avait une certaine expertise dans les programmes d'excellence. L'objectif de ces programmes d'excellence, c'est vraiment de fournir donc un outil de référence commun, d'avoir une sorte de cadre normatif en matière de gestion de la diversité biologique qui soit adapté au contexte municipal et au modèle de gestion municipale, de sensibiliser et de mettre en valeur les avantages directs de la préservation de la biodiversité pour encourager non seulement les gestionnaires municipaux, mais également les élus à prendre des décisions plus adaptées à la sauvegarde et à la restauration de la biodiversité, et enfin donc pour contribuer à la qualité de vie des citoyens et à l'adaptation au changement climatique. Dans le cadre des programmes, on stimule l'approche participative et le partage d'expertise entre les professionnels du milieu. C'est quelque chose qui a fait ses preuves de mettre, on veut regrouper ensemble les personnes qui sont acteurs dans ce domaine-là. Outiller les organisations municipales aussi avec différents outils et différents guides qu'on met à disposition pour qu'elles puissent ensuite s'auto-évaluer et prendre des décisions éclairées année après année. Et enfin, on souhaite aussi reconnaître les efforts des organisations municipales publiquement pour mettre en avant non seulement les efforts et les actions qui sont mises en place, et diffuser également les bonnes pratiques pour qu'il y ait justement cette sorte d'harmonisation qui se fasse dans les pratiques de gestion en biodiversité. La structure du programme, elle est déclinée en 4 phases. Donc ça, c'est dont l'objectif est d'augmenter le niveau des connaissances et d'amélioration continue. C'est par grade. Chaque phase, ça peut être sur une année ou plusieurs années, selon le niveau de la municipalité atteint. Il y a plusieurs exigences, et c'est vraiment pour viser une progression et une mise en place de diverses actions qui vont chercher l'excellence. L'évaluation, elle est annuelle et elle est basée sur des indicateurs de biodiversité, je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus, dont l'objectif est d'augmenter le niveau de connaissance et de suivi réalisé par les organismes municipaux participants pour qu'on puisse les amener à prendre des décisions éclairées
basés sur des faits et des résultats qui se passent au sein de leur municipalité. Il y a un accompagnement qui se fait avec une personne dédiée et des formations annuelles. Et enfin, comme je vous avais dit, une cérémonie des reconnaissances des efforts où on met de l'avant les bons coups et les bonnes actions qui se sont mises en place. Il y a plusieurs phases, comme je disais. La phase 1, c'est l'engagement. Donc, on commence au début et c'est vraiment d'encourager l'organisation municipale à s'engager dans une démarche d'optimisation, de dédier des ressources pour préserver la biodiversité, de s'engager aussi donc à participer aux communautés de bonnes pratiques et d'échanges et aux formations. Et on établit un premier portrait de la situation au sein de la municipalité. La deuxième phase, c'est la mesure. Là, la municipalité, on encourage déjà à entreprendre des actions, des premières actions, et un travail de suivi grâce aux indicateurs et à la grille d'indicateurs. Et les exigences sont d'arriver à peu près d'arriver à 50% des indicateurs qui soient remplis et mesurés, dont certains qui sont obligatoires et d'autres au choix. Phase 3, c'est l'optimisation. On passe 5 ans, on croit au-dessus pour atteindre 90% des indicateurs et en plus identifier des cibles supplémentaires qui pourraient être mises en place pour dépasser encore les exigences provinciales. Puis l'excellence, la phase numéro 4, c'est non seulement de répondre à l'intégralité des indicateurs, mais aussi de mettre en place ces cibles supplémentaires qui vont au-delà des exigences provinciales et internationales. Les indicateurs, ils ont été séparés en 3 thématiques: gouvernance, préservation de la biodiversité et multifonctionnalité, ce qui s'apparente au service écosystémique. Ils ont été discutés avec le comité, un comité de spécialistes issus aussi du monde municipal. Et il y a plusieurs sous-indicateurs. Il y en a encore d'autres au sein de ces indicateurs, mais là, je vous montre les grandes lignes. Donc, la gouvernance, c'est l'intégration de la préservation de la biodiversité dans les activités municipales et les ressources attribuées à la biodiversité. L'objectif ici est de développer l'appropriation de la gestion au sein de l'administration publique, donc de faire l'état des lieux, le portrait, de savoir d'où elle part, quelles sont les ressources qui sont attribuées, où elle peut aller chercher les données, et de souligner aussi l'application des élus. Le volet plus technique, qui est préservation de la biodiversité, va vraiment plus se concentrer sur les usages du territoire, les corridors biologiques, les grands écosystèmes et l'occupation du sol, les espèces à statut et les espèces exotiques envahissantes, à savoir justement s'il y a des programmes de lutte qui sont mis en place, est-ce qu'il y a des espèces à statut qui sont identifiées, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les actions entreprises au sein du territoire pour le mettre de l'avant. Donc, c'est vraiment aussi, les objectifs sont d'assurer un suivi des milieux, d'adapter les pratiques pour lutter contre les changements climatiques et mettre en valeur et préserver la biodiversité, et de faire rayonner les bonnes pratiques. Et enfin, le dernier volet, c'est la multifonctionnalité, donc les services écosystémiques, qui a plus rapport aux santé et loisirs, services écosystémiques, engagement collectif lié à la biodiversité. Donc ce volet-là s'intéresse plus à la compréhension entre les services rendus par la biodiversité et la qualité de vie des citoyens, et de reconnaître et de mesurer leur importance. Et de faire aussi les liens justement avec l'engagement citoyen et de qu'est-ce qui se passe au sein de la municipalité pour ceci. Les communautés de pratique, c'est quelque chose qui apparaît dans tous les programmes d'excellence. Elles sont tenues 2 fois par année. Avec tous les participants, ce sont donc des rencontres d'échanges où il y a des formations qui sont données par un ou une spécialiste et des tables de discussion et d'échange. L'avantage, c'est que justement, c'est pour favoriser l'acquisition des connaissances en échangeant avec les professionnels du milieu et ses collègues, on va dire, de régions différentes, permet justement d'apporter des enjeux que rencontrent les participants et participantes, les villes participantes, de pouvoir faire un échange justement sur la résolution de problèmes, donc faciliter la résolution de problèmes, et d'encourager des actions communes. Il y a une sorte d'élan qui se fait d'encouragement. On va chercher toutes les ressources à disposition et donner accès à un réseau pour aller chercher justement les informations qui nous manquent pour mettre à bien les bonnes pratiques et des actions qui peuvent être favorables à la biodiversité dans la municipalité. Certains outils qu'on va offrir à travers ce programme, ça va être un guide qui va regrouper les ressources à la disposition des municipalités pour préserver la biodiversité, une grille d'indicateurs dont je vous ai énuméré les principales thématiques précédemment
pour évaluer son niveau de performance. Un outil informatique qui va pouvoir regrouper la compilation et l'analyse de données, qui va faciliter justement la lecture un petit peu des exigences et l'atteinte des cibles par année. Et un soutien géomatique pour calculer certains indicateurs. Comme je vous l'avais dit, il y a certaines municipalités qui sont très actives déjà dans la préservation de la biodiversité, et il y en a d'autres qui débutent là-dedans. Donc, c'est vraiment de pouvoir un peu offrir aux municipalités qui sont un petit peu plus débutantes en la matière un accompagnement et de pouvoir justement faire profiter de l'expertise des municipalités qui sont déjà plus avancées pour parler des bons coups qu'elles ont réalisés sur leur territoire. Petite précision en ce qui concerne le programme, il offre donc une légitimité à la municipalité participante. Réseau Environnement est quand même un organisme reconnu, notamment grâce à ses programmes d'excellence en eau, qui sont extrêmement connus maintenant et qui ont fait leurs preuves, et l'accompagnement municipal. Donc, ça va faciliter probablement justement la recherche de financement ou la recherche lorsqu'il faudra peut-être justement présenter les projets devant les élus, il y a cette légitimité-là qui est donnée. L'autre objectif, c'est donc l'avantage, c'est le partage de connaissances. Comme je l'ai dit, tout ce qui est à disposition des municipalités, c'est de centraliser l'information. C'est de pouvoir savoir quelles sont les étapes de mise en œuvre des projets, surtout pour les municipalités qui ne savent pas forcément par où commencer, et mettre en valeur les bonnes pratiques de gestion et des exemples de réalisation optimale. Toutefois, petite précision, donc, il n'offre pas de service conseil en tant que tel sur des projets particuliers et n'offre pas non plus de soutien financier pour des projets. C'est une question qu'on m'avait déjà posée avant, donc je préfère le mentionner ici. Donc, tous les avantages, on se veut que ce soit un programme évolutif et qui soit adapté au contexte municipal. C'est vraiment pour répondre à tous les enjeux. Donc, à chaque année, il va y avoir justement une réadaptation. S'il y a certaines choses qu'on voit qui ne sont pas adaptables à la réalité municipale, il va toujours s'adapter au contexte. L'avantage, c'est qu'on a une implication active des employés municipaux participants et une optimisation de la mise en valeur des projets de mise en valeur et de protection de la biodiversité. On donne accès à un réseau d'experts avec tous les personnes qui sont acteurs dans leur domaine. Faire une reconnaissance des actions, comme je l'ai mentionné par la municipalité. Et enfin, c'est de pouvoir montrer à ses citoyens que la municipalité est active là-dedans, qu'elle met en place des bonnes pratiques exemplaires et qu'elle participe à l'amélioration du cadre de vie de ses citoyens. Le programme d'excellence, il a été lancé en avril 2021 grâce au soutien financier du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Je pense que peut-être vous avez dû voir l'annonce qui a été publiée de la part du MLCC et de la part de Réseau Environnement. Et nous sommes en recrutement justement de la première cohorte de municipalités et la première rencontre justement va avoir lieu tout prochainement au mois de juin. Donc là, je sais que je me suis beaucoup adressée aux municipalités. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être acteur en fait et faire des actions pour préserver et mettre en valeur la biodiversité? Alors nous, oui, on offre justement ce programme d'accompagnement, mais il existe aussi des autres programmes de subvention comme le Fonds pour les municipalités qui a été développé par la SNAP de pouvoir se tourner vers des solutions basées sur la nature. Ce sont des solutions qui ont fait leurs preuves et qui sont toujours bien d'intégrer en fait dans les plans d'aménagement, même si c'est encore un petit peu méconnu et en matière aussi d'acceptabilité sociale. Il faut encore faire un petit peu de travail là-dessus. En tant que citoyen, il y a des programmes de subvention sur les terres privées en partenariat pour les milieux naturels de la CNC. Il existe aussi des organismes et différentes associations au sein de la communauté qui mettent justement des actions en place pour la biodiversité. Donc, en tant que citoyen, on peut adhérer à ces organismes et ces associations. Et on peut également s'adresser aux élus et leur faire part de notre engagement envers la biodiversité, justement pour favoriser l'implantation de bonnes pratiques au sein de la ville où on réside. Donc, si vous désirez plus d'informations sur ce programme, je vous invite à aller consulter la page Internet de Réseau Environnement qui se trouve là-dessus, le programme biodiversité, ou de me contacter directement parce que je vais coordonner le projet d'excellence.
Voilà, c'est cela. Et maintenant, je pense qu'on aura une petite période d'échange avec Véronique et de questions si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Super, merci beaucoup Candice. J'inviterai à tous les participants, si vous avez des questions qui s'adressent à Candice concernant le programme d'excellence sur la biodiversité pour les municipalités ou sur la biodiversité en général, de pouvoir les inscrire dans l'onglet questions des paramètres de GoToWebinar. Vous pouvez aussi demander à lever la main, en levant la main, d'ouvrir votre micro et je pourrai vous donner l'accès verbalement pour poser votre question. Candice, j'ai une question qui tue d'entrée de jeu. Ah, tu me vois venir, hein? Pour les municipalités, est-ce que c'est une obligation de faire de la protection de la biodiversité ou d'être impliqué envers la biodiversité au Québec? Légalement, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de cadre légal qui fixe ça. Ça va apparemment s'en venir peut-être dans les prochaines années. C'est sûr qu'il faut respecter certains plans d'aménagement. Non, nous, c'est pas non plus, c'est une participation volontaire, ce programme. C'est vraiment une question d'accompagnement. Donc, c'est justement aller au-delà déjà des exigences et de vouloir montrer à ces citoyens qu'on veut s'engager pour la préservation de la biodiversité. Et tu l'as mentionné tantôt, tu as mentionné entre autres les infrastructures naturelles ou des solutions basées sur la nature. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus en détail là, pour les néophytes? Qu'est-ce que ce serait comme exemple des solutions basées sur la nature? Qu'est-ce que c'est? Oui, il y en a plein qui participent. Ils ont plusieurs actions. On peut par exemple parler de nous végétaliser. Ça, c'est en gestion des eaux pluviales, mais ça favorise aussi la biodiversité. Ce sont des infrastructures qui sont végétalisées, donc comme le nom l'explique, et qui permettent un contrôle du ruissellement des eaux pluviales, par exemple. Et avec justement la diversité des espèces floristiques dont elles sont constituées, favorise la biodiversité. C'est encore assez mal connu, elles ont fait leurs preuves, c'est vraiment des infrastructures donc, qui ont été designées de manière d'ingénierie, enfin, c'est vraiment un plan d'ingénieur qui ont fait, elles sont un plan d'ingénieur, mais elles sont encore mal connues du grand public aussi. Et je sais que ça a été souvent, on en parle dans le programme d'excellence en gestion des eaux pluviales, de l'acceptabilité sociale. Les gens ne sont pas forcément, les citoyens ne sont pas forcément au courant de ce que sont ces infrastructures. Ils pensent que ce sont juste des friches ou des sortes de plantations, mais elles ont vraiment un effet non seulement sur la quantité des eaux, donc l'infiltration des eaux, et sur la qualité de l'eau. Donc ça fait partie, par exemple, d'une des solutions qu'on appelle solutions basées sur la nature. Mais il y en a vraiment une quantité d'autres assez impressionnantes. Il y a même des groupes de recherche qui proposent des nouvelles solutions qu'on appelle des phyto, excusez, je viens de perdre le mot, là, des phytotechnologies, par exemple, entre autres. Oui, là-bas, il y a aussi, au-delà il y a aussi la gestion justement des matières résiduelles. Il y a de la phytorémédiation qui se fait avec la filtration des eaux. Donc, il y a vraiment beaucoup de projets qui se font vraiment basés sur la mise en valeur de la biodiversité et de leurs effets, des services qu'elle rend. OK. Et donc, quand tu parles de solutions basées sur la nature, tu viens d'écrire des infrastructures, des créations humaines, mais quand on parle de solutions basées sur la nature, on peut aussi parler de protection de milieux naturels. Et de revalorisation des milieux hydriques, par exemple, aussi, qui font justement ces mêmes effets-là. Et qu'on n'est pas obligé de. C'est la revalorisation ou la préservation de ces milieux-là font aussi un petit peu, agissent aussi à titre de solutions qui puissent nous aider à l'adaptation au changement climatique. Donc, ce n'est pas uniquement des sites qui ont été créés par l'être humain. Parfait. Donc, on parle de restauration aussi, tu as mentionné tantôt. Oui. Parfait. On a plusieurs questions qui rentrent. Je vais te les poser à tour de rôle. Entre autres, je voulais mentionner, tantôt tu l'as bien décrit, la protection de la biodiversité, c'est pas une obligation au Québec. Donc, il n'y a pas de loi présentement qui dit à une municipalité, vous devez faire tant, vous devez protéger 17%. On encourage bien sûr fortement les municipalités à le faire. Donc, c'est un geste volontaire, souvent par l'intérêt des citoyens aussi, l'appui des citoyens derrière les municipalités. Excusez-moi pour le bruit. Et donc, est-ce qu'il y a des frais pour adhérer au programme d'excellence?
Alors, pour cette première année, non, parce que justement, on le met en avant et on veut justement encourager les municipalités à y adhérer. Et ensuite, oui, pour que le programme puisse être pérenne, il y aura des frais qui vont être progressifs sur 5 ans. Et c'est comme, je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent ont déjà adhéré aux autres programmes de réseau environnement, c'est vraiment en fonction de la population de la municipalité. Donc, plus la municipalité est petite, moins élevés sont les frais. Et ce sera vraiment progressif sur 5 ans. Donc, la première année, il n'y a aucun frais. Et ensuite, ça va être, voilà, ça va être sur 5 ans. Est-ce que Je tu... peux, Vas-y. oui, j'ai une grille des tarifs qui est disponible. Je serais heureuse de la partager s'il y a des personnes qui sont intéressées. Parfait. On verra en temps et lieu, mais peut-être est-ce que le fonds MB, le fonds municipal pour la biodiversité, entre autres avec le soutien de la SNAP et de la Fondation de la Faune du Québec, peut-être pourrait aider à soutenir certains frais d'admissibilité, je ne sais pas. Alors, en ce moment, comme je vous dis, le programme vient d'être lancé, mais c'est tout des questions qu'on va essayer justement de faire beaucoup de liens avec d'autres fonds qui existent, d'autres organismes qui existent et qui, on a la même mission qui est justement la préservation et la mise en valeur des écosystèmes. Donc, faire le pont avec ces différents partenaires, ça va se faire. C'est encore un peu jeune pour le dire, mais c'est une question qui va se poser. Super, merci. On a une question de Monsieur Latrémouille. J'y vais en interprétation. Donc, on a parlé tantôt de planification des activités de conservation. Les organismes de conservation sont peut-être habitués de m'entendre parler des normes et des standards pour la conservation. En fait, c'est une manière de planifier des activités qu'on veut mettre en place selon les enjeux, selon les priorités, etc. Donc, une manière de classer. Est-ce que d'utiliser cette méthode-là des standards pour la conservation pourrait être recommandée aux municipalités? Est-ce que vous y avez pensé à l'intégrer? Elle n'est pas intégrée en tant que telle à l'heure actuelle parce que les indicateurs sont assez spécifiques, mais ils répondent à certains enjeux qui sont consultables. C'est vraiment de regarder au sein de la municipalité quelles sont les actions qu'elles ont menées au sein de leur planification stratégique. Donc, c'est sûr que c'est des ressources qui sont importantes et qui vont être fournies comme outils aux municipalités. Merci. On a parlé des coûts reliés au programme tantôt, donc la grille sera disponible. Une question de M. Réaume. Merci pour la présentation. Les activités forestières et acéricoles réalisées selon les saines pratiques contribuent à préserver de nombreuses fonctions écologiques des forêts. Quel est votre message aux municipalités à ce sujet? Bonne question. Oui, souvent les domaines acéricoles sont des terres privées et pour l'instant, on n'intègre pas les terres privées dans ce programme-là. C'est sûr que ça pourra faire aussi l'objet de formation plus tard. On se focalise uniquement sur les terres de gestion publique pour le moment. Parfait. Merci. Quelles mesures pensez-vous que ce programme pourrait-il s'arrimer avec les plans régionaux des milieux humides et hydriques? Une question de Mme Vieira. Oui, en effet. Oui, pour l'établissement des plans régionaux de milieux humides et hydriques sont sous la responsabilité des MRC. Et on souhaite justement intégrer ces MRC aussi à ce programme-là. Il faudra adapter certaines choses parce que c'est sûr que gérer une MRC, gérer une municipalité, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on a justement eu un test pilote avec des MRC et on a vu que ça pouvait marcher sur certains indicateurs et on adapte ces indicateurs au contexte des MRC également. Donc, c'est sûr que on va faire un pont avec ces deux plans, planification et C'est un gros enjeu dans le domaine environnemental. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de projets, d'activités qui se mettent en branle par divers acteurs. Donc, d'arrimer tous ensemble vers un même objectif, c'est intéressant. Votre programme arrive vraiment à pile poil au bon timing, comme on pourrait dire en bon français. oui. Une question de Mme Bélanger. Plusieurs organismes de conservation collaborent déjà activement avec des municipalités, notamment à travers le projet Corridor écologique. Comment s'assurer que nos accompagnements pourront être complémentaires par rapport ça va se faire. au service des réseaux environnement, par exemple? Oui, comme je l'ai dit, il y a déjà des organismes qui font justement du travail avec les municipalités. Ce sera de renforcer ces actions-là
et de pouvoir faire des ponts avec ce qui se fait déjà. Donc, c'est sûr que je pense que c'est CNC qui en avait parlé, j'imagine. On avait déjà eu des pourparlers, mais comme je vous ai dit, le programme est encore jeune pour arrimer des autres organismes, mais c'est l'objectif de pouvoir faire les ponts avec tout ce qui existe au sein de la municipalité, toutes les ressources et de mettre tous les acteurs en concertation et en action. Merci. C'est effectivement une question qui se pose puisque les organismes de conservation travaillent à développer, par exemple, des corridors écologiques entre par exemple, des sites, des aires protégées. Donc, souvent, c'est pas nécessairement des sites qui ont une grande superficie, mais qui ont une grande importance au niveau de la protection de la biodiversité ou des espèces en péril. Donc, de travail de concert avec les municipalités, on peut arriver à des grands résultats de cette façon. On a une question de Madame Bernier. Madame Bernier pose la question, est-ce qu'il y a des gens de Trois-Rivières qui voudraient s'impliquer à la protection des insectes, entre autres la cessation de l'épandage et de l'insecticide BTI? Madame Bernier, je vous référer à la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable qui est dans votre région. Vous pourrez les contacter. C'est eux qui sont principalement actifs à Trois-Rivières pour parler de sensibilisation à la conservation, à la protection des éléments naturels. Donc, par exemple, une municipalité, Candice, qui cesserait l'épandage d'insecticides, ça rentrerait dans les indicateurs, par exemple, du programme d'excellence? On regarde pas le domaine vraiment ornemental et horticulture parce qu'il y a un autre programme qui existe pour cela, qui sont les fleurons du Québec. Nous, on a vraiment la question plus de la gestion et de la mesure de la biodiversité sur le territoire. Et si je peux revenir un peu sur ce qu'il disait avant par rapport aux mesures qui sont des projets qui sont pour les corridors écologiques, ce sont par exemple des bonnes pratiques à faire rayonner. Donc nous, on ne va pas forcément conseiller qu'il faut faire cette action-là, mais justement pouvoir accompagner la municipalité à s'auto-évaluer de qu'est-ce qui se passe sur son territoire, de pouvoir après justement faire rayonner les bonnes pratiques, de dire ah bah chez le voisin ils se font ça, donc c'est un projet qui a marché, donc on peut le mettre à profit sur notre territoire en fonction des milieux. Est-ce que ça répond un peu à la question? Véronique? Je me suis auto-censurée. Ah, ok. Il en faut toujours un dans une présentation depuis un an. Décidez-moi cette fois-ci. Donc, merci. Je voulais te poser la question, justement, ça m'amène à te poser cette question au niveau des enjeux que les municipalités rencontrent par rapport à la biodiversité. Est-ce que tu en connaîtrais quelques-uns? Excuse-moi, par rapport à la biodiversité, les enjeux? Oui, les enjeux que rencontrent les municipalités, par exemple, tantôt on parlait, tu parlais entre autres de groupes de pratiques, donc des échanges entre les connaissances et les bonnes pratiques entre des experts. Mais cette déconnexion-là entre la science et la politique, elle existe. Est-ce que tu connais d'autres enjeux qui... Il y a plusieurs enjeux, mais c'est sûr que déjà, il y a aussi la lutte contre les espèces envahissantes. Il y a certaines choses qui se font ailleurs. Il y a beaucoup d'aspects, mais la lutte, donc, lutte contre les espèces envahissantes, gestion des espaces verts, de la voirie, l'entretien et le suivi aussi, parce qu'il faut savoir que c'est bien aussi de mettre un projet en route de restauration, par exemple, mais s'il n'y a pas de suivi qui se fait derrière, c'est vrai que c'est un peu un coup manqué parce qu'on ne voit pas si les effets escomptés ont été réalisés. Et puis, effectivement, il y a aussi l'acceptabilité sociale de certains projets auprès des citoyens. C'est super important. Ouais. Et puis, peut-être justement auprès aussi de certains élus. Donc, c'est un peu des questions qu'on veut soulever et puis qu'on veut mettre sur la table et qu'on veut trouver un peu des solutions et accompagner un peu les municipalités là-dedans. On y reviendra dans quelques instants. On va continuer. Il y a plusieurs questions, entre autres de Madame Marion. Très bonne question. Est-ce qu'il doit y avoir une ressource dédiée à la préservation de la biodiversité dans la municipalité pour pouvoir adhérer au programme ou il s'agit d'attitrer une ressource à cette activité qui pourrait réaliser d'autres projets dans des municipalités, comme tu l'as mentionné tantôt, Candice, il y a les municipalités du Québec, il y a de toutes les tailles, de toutes les ressources. Est-ce qu'il faut vraiment avoir quelqu'un qui travaille sur ce programme ayant un expert, par exemple, un biologiste ou un expert en environnement?
Non, justement, c'est ça, c'est là où on veut s'adresser aussi justement aux plus petites municipalités qui n'ont pas forcément toutes les ressources et la personne n'est pas forcément formée pour la gestion de l'environnement et c'est là où on veut mettre à profit l'expertise des municipalités qui ont plus d'expérience, les formations et l'accompagnement et le partage des connaissances justement pour la mise en œuvre de projets qui marchent dès le début. Donc non, il faut oui, une des exigences du programme, c'est de nommer une ressource qui va être responsable du programme, donc des échanges, de participer, de remplir les indicateurs. Si elle n'est pas formée là-dedans, c'est pas grave, c'est là où le cœur en fait du programme est, c'est d'accompagner ces municipalités-là aussi, d'aller chercher. Donc, c'est accessible à tous. Oui. Peu importe l'ampleur. Parfait. Puis, comme tu as dit tantôt, les frais d'adhésion aussi sont variables, sont modulables selon. Oui, mais là, je serais heureuse de partager la grille aux personnes intéressées. Pour une fois, on parle pas d'argent, OK? Non. OK. Juste cette fois-ci. Ah, ça revient tout à la question de dollar. Une question de Madame Gratton. Vous parlez de sites de biodiversité. Quelles sont celles que vous proposez aux municipalités ou mesurez-vous une amélioration, peu importe? Quand on a parlé de cibles. Oui, vas-y. Oui. Des cibles pour la phase numéro 3, j'imagine, parce qu'il y a les indicateurs qu'on a mentionnés et il y a un certain score à atteindre ou à répondre à certains indicateurs. Et oui, donc oui, c'est une amélioration continue. On cherche à ce que la municipalité atteigne une certaine cible, un certain score. Ça, pour le détail, justement, je peux partager aux participants et participantes. Mais oui, ça, et en ce qui concerne les cibles supplémentaires, ça, c'est à la municipalité en phase 3, c'est vraiment plus, donc celles qui ont déjà plus l'habitude de s'intégrer à ces projets-là, d'évaluer et d'identifier certaines cibles supplémentaires à atteindre. Parfait. Est-ce que tu crois qu'un jour, une municipalité va plafonner dans votre programme? Ben, on l'espère. C'est déjà le cas pour certaines en eau qui dépassent les exigences gouvernementales, parce qu'en eau, c'est réglementé, mais il y en a qui dépassent les exigences gouvernementales. Donc, c'est vrai qu'on espère c'est ça qu'on encourage, en fait, vraiment d'aller viser l'excellence. Parfait. Ça porte bien son nom, en fait. Et... J'encourage les participants, les auditeurs à poser vos questions via la boîte, encore une fois, via la boîte de questions, l'onglet questions. Je vais les relayer à Candice Van de Réseau Environnement. Sinon, vous pouvez demander la prise de parole en levant la main. Je fais juste un petit tour rapide pour voir s'il y en a des petites mains levées, mais je ne crois pas. J'ai une question de Monsieur Tossolini, en plus du réseau de RMN. Est-ce que l'accompagnement pour les analyses géomatiques de certains indicateurs se fera à chaque mise à jour ou y aura-t-il une transmission de connaissances pour que les municipalités puissent être autonomes à ce niveau? Bonne question. Est-ce qu'il va y avoir vraiment des aspects techniques qu'il faudra combler, soit par la production de cartes de données d'analyse du territoire? Alors nous, on va quand même simplifier l'information parce que on veut vraiment comparer aussi et pouvoir justement que la municipalité s'auto-évalue. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un travail de simplification. Et l'outil va déjà permettre ça, donc de savoir quelles informations compiler et où. Et l'accompagnement, oui, va se faire sur déjà le long terme, en tout cas 2 ans, 3 ans, à accompagner les municipalités. Et ensuite, après, ça va être aussi à Réseau Environnement de soutenir les municipalités là-dedans. Donc, ce sera la ressource dédiée à moi qui va pouvoir un peu accompagner dans ces questions-là de géométrique. Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions des participants? Je vous laisse 1 minute ou 2. Entre-temps, je voulais revenir sur les enjeux des municipalités avec toi, Candice. Quand on parle, tantôt tu l'as mentionné aussi, souvent c'est la misconception, la mauvaise information que le public a par rapport à la biodiversité. Donc, la sensibilisation du public et son engagement est vraiment important pour que ce projet-là réussisse, en fait. Oui, aussi. Bah oui, il y a un volet justement qui est essayer de regarder quelles sont les meilleures pratiques pour s'adresser aux citoyens, pour les sensibiliser, pour les informer.
parce qu'il y en a beaucoup aussi qui ne sont pas forcément informés et qui effectivement ont des misconceptions, des mauvaises conceptions de la biodiversité et de ce que c'est. Et de pouvoir regarder qu'est-ce qui marche en termes de renseignements et de pouvoir appliquer des projets qui ont maximisé l'acceptabilité sociale des projets aussi qui vont être mis en œuvre sur le territoire. La communication est très, très importante, puis il faut que les messages soient bien vulgarisés, qu'ils soient adaptés au bon public aussi. On parle aussi peut-être d'accès à la nature, donc de créer des opportunités peut-être pour que les citoyens, puis quand je parle de citoyens, j'inclus les monsieur, madame, tout le monde, mais j'inclus aussi dans mon dialogue les entreprises, les organismes communautaires qui œuvrent aussi sur le même territoire. Donc, de donner des opportunités d'accès à la nature, de participer, on a parlé tantôt de participation publique, des jardins de sensibilisation, d'être mis en contact finalement avec des éléments de biodiversité, ça pourrait être très, très gagnant. Mm-hmm. Et notre volet aussi justement de reconnaissance et de mettre de l'avant ce que les projets qu'a mis en œuvre la municipalité, c'est un des aspects justement de pouvoir montrer au public, bah oui, votre municipalité participe et a à cœur la gestion de la biodiversité sur son territoire. Donc pour vous, pour améliorer le cadre de vie. Parfait. On avait parlé justement tantôt des idées préconçues. Merci, Monsieur Courteau-Hainaut, pour le mot méconnaissance et non misconception. Donc, justement, d'avoir... c'est souvent des idées, des concepts complexes à comprendre, des fois mal vulgarisés, des mauvais messages, des faux messages. Faut vraiment faire le lien avec la vulgarisation. Il faut faire aussi le lien avec les bienfaits que la biodiversité peut amener à la municipalité et à ses citoyens. Donc, on peut parler, entre autres, de services écosystémiques. On ne l'a pas abordé aujourd'hui, mais on l'a abordé dans diverses présentations des métiers de conservation. Je vais terminer sur ce sujet. On a parlé aussi de financement. Ça peut être un enjeu, si tu peux me confirmer, Candice, au niveau de trouver du financement pour soutenir les municipalités qui veulent agir en lien avec la biodiversité. On trouve parfois que les sources traditionnelles sont mal adaptées. Est-ce que tu crois que ça tend à changer de plus en plus? Là, on l'a vu avec le fonds MB, là, qu'on est très reconnaissant qu'il soit né il y a quelques temps. Ça va, ben oui, c'est un message, je pense qu'on devra tous oui, adresser un petit peu aux instances, mais c'est un travail qui va se faire sur le long terme. Nous, c'est aussi un de nos objectifs, étant donné que on a tous la même mission, hein, c'est accompagner les municipalités qui sont les acteurs principaux, mais l'objectif est vraiment de mettre en valeur et de préserver la biodiversité. Donc, c'est sûr que je pense que ça va se faire sur le long terme. Il y a des petites adaptations à faire, mais on voit qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer depuis, principalement aussi depuis de plusieurs années, mais encore plus depuis l'année passée. Qui a de beaux projets qui voient le jour. Donc oui, j'ai la sensation que avec plus on est aussi acteur, plus on a une légitimité de pouvoir atteindre et prétendre justement à ces subventions, j'imagine. Parfait. Puis je rappelle aussi avec les organismes de conservation en conservation volontaire, parce que la protection du territoire municipal rentre aussi dans ce qu'on appelle la conservation volontaire, donc en terre privée et non publique. Les organismes de conservation aussi ont accès à certains financements que peut-être les municipalités n'ont pas accès de par leur statut d'organisme de bienfaisance. Donc, de faire des partenariats municipaux, organismes, c'est toujours gagnant. Et on les encourage fortement. Donc, en mot de la fin, Candice, si je te demandais un call to action, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse concrètement par rapport à améliorer la biodiversité dans nos municipalités autour de nous, pour les citoyens comme pour les organisations ou les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui? Je pense que le mot numéro 1, ce serait l'engagement de toutes et tous, parce que c'est par là que ça commence. Il y a déjà plusieurs personnes, ou plusieurs villes, municipalités, citoyens qui sont très engagés, mais le partage de connaissances et l'engagement, justement, ce serait vraiment quelque chose je pense que c'est la base pour qu'on puisse mettre en place les actions pour aller plus loin. Merci beaucoup. Et s'il n'y a pas d'autres questions des participants en ce moment-ci, je vais vous inviter, merci beaucoup Candice Ban de chez Réseau Environnement.
Si vous avez d'autres questions concernant le programme Réseau Environnement, je suis certaine qu'on peut t'écrire un courriel ou envoyer un courriel à info. Absolument, oui. J'avais mis, voilà, c'est la plus d'informations ici. Ce sera disponible, je pense, la présentation sera disponible sur le site. Oui, elle est enregistrée Sur le site de Réseau Environnement. Voilà. Parfait. C'est cela. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Merci à tous. On se donne rendez-vous en juin, pour notre rendez-vous mensuel Midi Conservation. Suivez le réseau RMN, Réseau de milieux naturels protégés, notre site web avec le calendrier pour connaître tous les sujets et annonces ainsi que nos réseaux sociaux. Merci beaucoup et l'enregistrement va être disponible sur notre chaîne YouTube dans les prochaines heures. Merci Véronique. Merci aux